La vidéo que vous allez voir ce matin, c'est un doux mélange d'un Morning Bull Live et d'un Swiss Bliss, genre le tout en un du week-end et du lundi matin. J'aurais dû publier le Swiss Bliss durant le week-end et le Morning Bull ce matin, mais c'était trop compliqué après un vendredi-samedi sur Bruxelles, donc je vous fais un double package. Vous aurez donc le résumé de la semaine et les pensées de ce lundi matin en première partie, une partie un peu plus grasse que d'habitude, et ensuite on fera le point comme d'habitude dans le Swiss Bliss. Ça sera juste un peu plus long, donc préparez-vous, c'est une grosse vidéo ce matin. L'avantage, c'est que si vous n'avez pas envie de vous faire toute la vidéo, vous pourrez vous arrêter après une quinzaine de minutes. Allez, on attaque pour cette version remasterisée du lundi matin. Bon, très honnêtement, je crois qu'on a tellement parlé de l'IA et de Nvidia la semaine dernière qu'il va falloir faire assez court sur le sujet. Néanmoins, il faut en parler. Je suppose que vous devez en avoir marre, tellement on a parlé de ça, tellement on a fait le tour dans tous les sens. En plus, moi, je me suis tapé 2 plateaux télé pour parler encore et encore de la même chose. À la fin, ça devient clairement épuisant. Et puis, on voit que même si les chiffres de Nvidia sont fabuleusement excellents, ça ne suffit plus pour faire galoper les marchés en direction de la hausse. Ça nous a sauvé les fesses vendredi. Mais ça reste quand même compliqué et on commence à douter. Et la peur nous gagne. Tous les indicateurs de trouille sont dans les extrêmes qui laissent à penser qu'empiriquement, ça ne sera pas simple de baisser dans ces conditions. Pourtant, quand on regarde le bilan de la semaine, c'est du rouge absolument partout. Sans exception et sans faire de prisonnier. Par contre, il y a pas mal d'autres soucis qui sont en train de nous tomber dessus et soudainement, les belles histoires sur l'IA ne suffisent plus pour cacher la montagne. Dans ce Swiss Blisso Morning Bull Live spécial début de semaine et récap de fin de semaine précédente, on va revenir brièvement sur Nvidia, sur l'IA, et puis on va se demander si les bruits de couloir sur les problèmes de compta et d'énergie font du sens. Et puis on parlera macro, du fait que les taux ne vont pas baisser et que ça s'approche de la certitude que les chiffres de l'emploi américain de septembre ont l'air bidonnés à l'extrême et que, pour éviter de devoir magouiller encore un peu plus, on a carrément supprimé les chiffres de l'inflation. C'est quand même plus simple. Et pour terminer, on va parler du Japon, qui sont en train de nous préparer une bonne petite bombe thermonucléaire économique qui va bien finir par nous péter à la figure et nous offrir une belle contagion internationale. Tout ça en notant au passage que le private credit semble prêt à partir en sucette, un peu comme la dette d'Oracle, et restez après le générique parce que si le vent, la neige et le temps gris ne vous ont pas foutu le moral en bas, après cette vidéo, vous aurez envie de vous effondrer au coin du feu pour boire du rhum et curer votre dépression. Non, je plaisante, c'est juste pour bien démarrer la semaine. Mais je vais tenter de faire un truc que j'ai jamais fait dans ma vie, faire très court. Non, là aussi, je plaisante. Préparez-vous, ça va être très long. Bienvenue dans ce Swiss Bliss, bienvenue dans ce Morning Bull Live. Je suis Tom Veillet et nous sommes le 24 novembre 2025. Dans un mois, c'est Noël et si on a encore 4 semaines comme ça avant Noël, on va en avoir sacrément besoin du bonhomme tout rouge avec une grande barbe blanche. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Donc, la semaine était centrée sur Nvidia, ça vous l'avez sûrement remarqué, et sur le fait que l'IA, c'est plus ce que c'était, que c'est trop cher et que ça fonctionnera jamais et qu'on était au bord du crash. Pour la première fois de ma vie, de trader, chroniqueur, youtubeur et raconteur d'histoires financières, les médias m'ont appelé pour parler d'un crash boursier avant qu'il se produise. Alors, soit l'avènement de TikTok et de X ont fait que nous sommes vachement mieux informés en 2025, soit c'est qu'il y a un peu trop d'inquiétude pour que ça baisse autant que ça. Le greed and fear est au bord de passer en négatif, tellement on a extrêmement peur. La volatilité titille la résistance des 30%, histoire de s'ouvrir les portes des points de panique qu'on avait vus en avril lors de Liberation Day, et le put-call ratio explose. Bref, tout le monde a peur et tout le monde se protège. Pas du tout un scénario qui pousse à laisser entrevoir un crash avant la fin de cette année. Être prudent, oui. Paniquer, non. En tout cas, pas pour l'instant. Et puis, Nvidia a publié ses chiffres et c'était excellent. C'est le moins qu'on puisse dire. Le titre a rebondi. Et puis, on a commencé à se poser des questions sur les investissements à venir, sur les hyperscalers qui pourraient moins investir l'an prochain. On a commencé à se demander si les big names de la tech n'étaient pas en train d'emprunter dans tous les sens, sans plus avoir raison garder, et tout ça pour faire de l'IA. On a commencé à voir les CDS sur la dette de boîtes comme Amazon qui prenaient l'ascenseur, et surtout avec celui d'Oracle qui explosait de manière très
très inquiétante. Pour ceux qui se demandent ou qui ne savent pas, un CDS, c'est une assurance multirisque financière sur la dette d'une entreprise ou d'un gouvernement. En gros, tu payes une prime pour te protéger contre le risque qu'un emprunteur ne rembourse pas sa dette. Si ça tourne mal, celui qui t'a vendu le CDS te compensera la perte. En clair, c'est comme prendre une assurance incendie, mais sur la maison du voisin. Et dans ce cas de figure qui nous occupe en ce moment, Oracle est le champion toute catégorie. Selon Bloomberg, qui généralement ne panique pas pour rien, et JP Morgan Asset Management, qui sont pareils, Oracle affiche un ratio dette-fonds propres de 500%. Oui, 500%. On est là au-delà de l'overdose. Pour comparer, aujourd'hui, Apple est à 250%, IBM 250%, Microsoft, Google, Nvidia, moins de 50%. Oracle a pris 25% il y a quelques temps parce que OpenAI a dit on va claquer 60 milliards par an dans les infrastructures IA. Et évidemment, tout le monde a entendu on va filer un bon paquet de ce pognon à Oracle. C'est beau, c'est propre, c'est optimiste. Sauf que les revenus, ils sont pas encore là. Et la dette, oui, ça, elle est bien là, et elle attend, et puis il faut la payer quand même. Oracle, c'est un peu comme un type qui commande une Ferrari en tablant sur le fait qu'il va être augmenté l'année prochaine. Ça peut fonctionner, mais c'est pas sûr. Pour le moment, Oracle mise sur une croissance future massive, comme s'ils avaient déjà la certitude d'être la plateforme IA du monde entier, et même au-delà du monde entier. Le marché, pris dans la dopamine, dit oui, amenez-moi ça, sans trop regarder le bilan, mais avec un levier pareil, il faudrait pas un accident, sinon c'est prosper, youpla boum, et ils embarqueront tout le monde avec eux. Et pendant ce temps, Google, Microsoft, Nvidia, eux les gars sont assis sur des montagnes de cash, zéro dette, tranquille, posé à regarder Oracle et courir avec un sac de ciment sur le dos, pour l'instant. La vraie question, c'est, est-ce que Larry Ellison est en train de nous rejouer l'histoire du pari visionnaire, ce moment où tout le monde se fout de ta gueule avant de te célébrer comme un génie? Ou bien alors, est-ce qu'on assiste au début d'une bulle IA financée à crédit, prête à nous refaire un petit l'an 2000, le retour du retour de la vengeance? Quand on voit le comportement du titre entre l'annonce des 60 milliards et la semaine dernière, on voit qu'on a rapidement fait les calculs et que là, on a peur. On a très très peur. Et puis alors, c'est pas tout. Vous vous souvenez sûrement que Michael Burry avait fait grand bruit il y a quelques semaines en annonçant qu'il se mettait short sur Palantir et sur Nvidia. En réalité, il a acheté des grosses positions de put pour jouer la baisse sur les deux titres. Alors forcément, quand les chiffres de Nvidia sont sortis, il n'était pas spécialement heureux de voir l'accueil qui leur a été réservé. Il en a donc remis une couche. Voici donc un florilège de tout ce qu'il a dit. En parlant des GPU, par exemple, qui sont utilisés dans les data centers des hyperscalers, il a dit « Ce n'est pas parce qu'un actif est utilisé qu'il est rentable ». Et puis, il a ajouté « L'idée qu'on puisse allonger la durée d'amortissement au prétexte que des puces âgées de plus de 3-4 ans sont encore utilisées confond complètement utilisation physique et création de valeur ». Avant de refermer le couvercle du cercueil en disant « Toutes les entreprises listées ci-dessous présentent des pratiques douteuses dans la reconnaissance de leurs revenus. Si je publiais le véritable schéma avec toutes les opérations de donnant-donnant, ce serait illisible. Et plus tard, on regardera tout ça comme un schéma de fraude, pas comme un cercle vertueux auto-alimenté. Et la demande finale réelle est ridiculement faible. Presque tous les clients sont financés par leurs propres fournisseurs. Alors oui, Michael Burry a encore frappé, et comme d'habitude, il ne s'attaque pas aux petits boulangers du coin, mais directement aux hyperscalers. Les mecs qui dépensent plus en GPU que vous et moi réunis ne dépenseront jamais en immobilier, y compris nos enfants et petits-enfants sur 5 générations. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais prendre juste 12 secondes pour claquer une fois pour toutes la définition des hyperscalers. Non, parce qu'on nous plante ce mot toutes les 22 secondes depuis que l'IA est devenue à la mode, mais on parle d'eux comme si c'était Zorro, et qu'on savait pas vraiment qui c'est qui se cache derrière ces hyperscalers. Mais les hyperscalers, c'est la bande de géants qui font tourner la planète numérique. En clair, Amazon avec AWS, Microsoft avec Azure, Google avec GCP, Meta, Apple et dans une moindre mesure Oracle, Alibaba ou encore Tencent. Ce sont eux qui construisent les immenses data centers, achètent les GPU sur palette de 12 tonnes et brûlent des milliards pour que l'IA ait de quoi avaler des teraoctets au petit déjeuner. Si vous voulez une image, ce sont les seuls clients capables d'acheter assez de matériel à Nvidia pour remplir un stade et de revenir le lendemain pour en demander 2 de plus. Mais si on dit hyperscaler, ça fait plus mystérieux, plus excitant, plus technologie moderne qui cartonne. D'ailleurs, si le cavalier masqué se serait appelé uniquement Don Diego de la Vega, ça aurait été moins fun. Moins fun et plus long pour le signer à la pointe de l'épée. Parce que DDV, c'est super long à la pointe de l'épée. Donc Burry s'en prend aux hyperscalers.
Et ce qu'il dénonce, c'est pas juste un détail technique. C'est un truc qui peut littéralement faire exploser la façade de l'IA, façon aux parties de Jenga sur un trampoline. Burry pointe une mécanique qui ressemble furieusement à un « je te tiens, tu me tiens » par la barbichette, et les hyperscalers empruntent, lèvent du capital, diluent leur marge traditionnelle, dépensent des fortunes en GPU, ce qui fait grimper les ventes de Nvidia, ce qui fait monter son cours, ce qui permet aux hyperscalers de financer encore plus leur propre fuite en avant. C'est beau comme un Ponzi, mais version premium avec Jensen Huang pour en faire la promo. Personne, bien sûr, n'appelle ça une fraude, non, surtout pas, il faut pas dire du mal, mais ça sent quand même très très fort le financement circulaire un tout petit peu assumé. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça va, mais au moindre signe de ralentissement, ça risque de faire très mal. Je sais pas si vous vous souvenez des write-down des banques à l'époque, bah pareil, mais plus. Là où Burry a raison de hurler, c'est sur le désalignement total entre la vie réelle des GPU et leur vie comptable. Selon ce que j'ai lu, dans la réalité, un GPU H100, c'est obsolète en 12-18 mois. Le B100 a à peine eu le temps d'arriver sur site qu'on parle déjà du B200. L'amortissement économique, c'est donc 24 mois grand max. Et dans les bilans des hyperscalers, on fait des amortissements sur 5 à 6 ans, comme si c'était des serveurs classiques ou des racks de stockage. Résultat, on comptabilise des profits sur des actifs qui, dans le fond, sont déjà des vieilles casseroles tout rouillées. Imaginez ce que vaudra sur le marché un GPU H100 en 2031. Ça sera l'équivalent d'un Nokia 3310 que tu mets en compétition avec un iPhone 20. Oui, je sais, il n'est pas sorti. Et comme ces actifs n'ont pas le temps d'être rentabilisés, eh bien, il faudra les déprécier. Ce qui semble assez logique, même si mes compétences en comptabilité ne sont que très limitées, étant donné que ça a tendance à me filer de l'urticaire. Et donc, au vu des montants, les dépréciations seront gigantesques. Et encore, je pense que gigantesque est un tout petit peu léger comme mot. Parce que quand tu as dépensé 605 milliards en 2 ans dans du matériel périssable, tu finis forcément par avoir un tout petit problème de réalité comptable. Comme nous savons tous que les hyperscalers sont des gens honnêtes, qui ont pignon sur rue, on sait qu'ils veulent escroquer personne, c'est donc pas de la fraude. Mais c'est peut-être pire, c'est un espèce de pari. Le pari que l'IA générative va générer des revenus astronomiques suffisants pour amortir des camions entiers de GPU qui vieillissent plus vite qu'une feuille de salade trempée dans du vinaigre. Sauf que pour le moment, les revenus IA sont microscopiques comparés au CAPEX. Les clients finaux ne sont pas prêts à payer. La productivité magique de l'IA, on l'attend toujours. Le modèle économique, il est toujours en bêta-test. On dépense comme si l'IA allait cracher du pétrole et on encaisse comme si elle produisait juste de l'eau tiède. Le danger, c'est pas Nvidia en tant que tel. Le danger, c'est l'écosystème qui s'auto-convainc que tout va bien. Quand on a une obsolescence rapide accompagnée d'amortissements très longs, on a des bénéfices gonflés aujourd'hui, mais des charges colossales demain. C'est littéralement exactement ce qui se produit quand vous prenez un leasing de 7 ans pour une voiture qui ne vaudra plus rien dans 3 ans. La différence, c'est qu'ici, c'est pas une Renault Capture, c'est 605 milliards de dollars de GPU. Ce que Burry montre du doigt, c'est pas un scandale qui est visible, pas encore, c'est le décalage de plus en plus gênant entre la narration de l'intelligence artificielle et la réalité concrète. On nous vend une révolution industrielle, on nous livre un parc de machines qui deviennent obsolètes plus vite que les tweets de Trump et Musk réunis. Les hyperscalers ne sont pas en train de frauder, ils sont en train de s'auto-hypnotiser, persuadés que la future manne de l'IA couvrira les montagnes de CAPEX qui s'empilent. Et on a intérêt à que ça se produise, et on a intérêt à que ça paye, et en gros dollars, parce que si l'IA ne crache pas du cash massivement dans les 24 prochains mois, alors les bilans vont commencer à ressembler à des épaves comptables. Les dépréciations vont arriver, les marges vont fondre, et l'effet boomerang sera violent. C'est ça que Burry est en train de pointer du doigt. Enfin, si j'ai bien tout compris. Maintenant, de tout ça, on peut quand même en retirer les enseignements suivants. D'abord, si une technologie devient obsolète plus vite qu'elle ne produit de la valeur, c'est une bulle. Ensuite, quand tout le monde amortit sur 6 ans quelque chose qui dure 18 mois, ça finit jamais bien. Troisièmement, les bénéfices actuels de la révolution IA sont probablement surévalués. Probablement, pas certainement, probablement. En point 4, il faut pas oublier que Nvidia n'est pas le problème, c'est l'économie de l'IA tout entière qui marche sur la tête. Et pour terminer, s'il n'y a pas de cash flow réel derrière, ce n'est pas une révolution technologique, c'est une croyance ou un fantasme. Voilà en gros ce que l'on peut et ce que l'on doit retenir des dernières déclarations de Burry. Après, ce sont les siennes. Il y a donc forcément un biais quelque part. Il n'est pas 100% objectif et on se dit forcément qu'il raconte peut-être du vent. Donc, excusez-moi, mais j'ai creusé encore un peu que c'est pas super beau ce week-end. Et je me suis dit, est-ce que Michael Burry a raison? Et à force de creuser, j'en arrive à la réflexion suivante. Alors, bien sûr, c'est ma réflexion et c'est l'aboutissement de l'interpolation de plusieurs articles et d'un peu de recherche sur le net. Ça ne veut pas dire que j'ai raison, ça veut dire que c'est une réflexion personnelle et que je peux me gourer, bien sûr. Surtout dans la nuit de dimanche à lundi. Donc, est-ce que Michael Burry a raison?
La réponse semble être oui et non en même temps. C'est justement ça qui est super intéressant. Le problème avec Michael Burry, c'est qu'il fait partie de ces types qui voient avant les autres. Mais parfois, ils voient quand même trop tôt. On l'a vu avec le subprime, quand il a tiré la sonnette d'alarme, tout le monde s'est foutu de sa gueule. Oui, parce que quand t'es trop tôt en bourse, c'est la même chose d'avoir tort, sauf que t'as tort temporairement. Mais sur le fond, ce qu'il dit est loin d'être du pipeau. Là où Burry a 100% raison, c'est que l'obsolescence des GPU est un scandale latent. Ce qu'il pointe, c'est le plus gros non-dit de toute la révolution IA. Le matériel devient vieux en 18 mois, les boîtes l'amortissent sur 6 ans. Entre les deux, vous avez une faille comptable où on peut garer un Airbus à 380. Ça, c'est le factuel. C'est irréfutable. Et franchement, je trouve que c'est quand même un tout petit peu explosif. Apparemment, si demain on alignait les amortissements sur la réalité économique, la moitié des profits d'hyperscalers disparaîtraient en une nuit. C'est un sujet tellement sensible que personne n'a vraiment envie de l'ouvrir. C'est normal. Personne ne veut trop en parler. Et comme d'habitude, Burry, lui, il y va franco. Ce qu'il appelle un cercle vertueux auto-alimenté de l'IA ressemble à un financement circulaire. Il accuse pas Nvidia d'être une fraude. Il dit que l'écosystème entier fonctionne comme un casino où tout le monde s'échange la même pile de jetons pour jouer au même jeu. Les hyperscalers lèvent du cash pour acheter des GPU, ce qui booste Nvidia, ce qui excite les marchés, ce qui permet aux hyperscalers de relever encore plus de cash pour acheter encore plus de GPU à Nvidia. Ça tourne tout seul. Mais ça tourne à crédit, on l'a vu avec l'offre. Mais tout ça tourne à crédit. On l'a vu avec l'affaire Oracle qui commence à puer sérieusement quand on regarde les chiffres. C'est un cercle vertueux jusqu'à que quelqu'un demande excusez-moi, ils sont où les vrais revenus finalement? Oui, parce que souvenez-vous, en l'an 2000, pour justifier des taux de croissance délirants, plusieurs grands noms qui vendaient de la pub ont signé des partenariats très rémunérateurs avec leurs clients afin que les mêmes clients viennent acheter de la pub chez eux. Ça vous rappelle quelque chose? Autre réflexion qui semble correcte, le retour sur investissement de l'IA actuel est ridicule. Ça aussi, c'est factuel. Les revenus générés par l'IA générative aujourd'hui, c'est des cacahuètes. Même Microsoft le dit à demi-mot. Meta l'avoue, Google le chuchote et OpenAI n'est même pas sûr de tenir plus de 3 ans au rythme auquel il brûle du cash aujourd'hui. Les hyperscalers dépensent comme si l'IA allait créer un Disneyland du cash flow, mais pour l'instant, on a juste un PowerPoint géant avec plein de promesses dessus. En revanche, là où Burry simplifie un peu trop, c'est que le modèle économique de l'IA n'est pas fixe. Il critique un marché qui est en train de se construire. C'est comme si en 2003, quelqu'un avait dit « Internet ne rapporte rien, c'est une bulle ». Oui, à ce moment-là, c'était vrai. Et puis Amazon, Google et Apple ont redessiné le monde, redessiné le modèle. On est peut-être dans une phase similaire. On ne peut pas le nier, c'est une évidence. D'autant que les hyperscalers ne sont pas idiots, ils sont pas des lapins de 6 semaines. Les mecs ont des armées de CFO et d'ingénieurs, ils savent parfaitement que le matériel vieillit vite. S'ils amortissent long, c'est pour éviter de saccager les bénéfices, de faire paniquer les marchés ou encore de déclencher une récession interne. Alors, est-ce que c'est agressif comptablement? Oui. Est-ce que c'est illégal? Absolument pas. Est-ce que c'est confortable comme stratégie? Absolument pas non plus. Ce qui nous amène à la réflexion suivante. Nvidia sont-ils coupables ou ne sont-ils pas coupables? Dans tout ça, Nvidia, c'est un peu le dealer du quartier. Tu peux lui reprocher au dealer d'avoir beaucoup de clients, mais pas d'être responsable de leur addiction. Ces mêmes clients viennent volontairement se fournir chez lui. D'ailleurs, le gouvernement français et les stars du ministère de la Justice et de l'Intérieur sont dans la même réflexion aujourd'hui. Faut-il sanctionner le dealer ou ses clients ou les deux? Quoi qu'il en soit, Nvidia vend, ils vendent beaucoup, et les clients, les hyperscalers, les providers d'IA achètent, et ils achètent même plus que ce qu'il y a à vendre. Et le monde, pour l'instant, applaudit. On l'a vu mercredi sur l'annonce et sur les déclarations des analystes qui sont excités comme des labradors devant une usine de pâté pour chiens. Le vrai problème n'est pas Nvidia, c'est le rythme de l'innovation. Nvidia n'avance pas vite pour arnaquer les clients. Nvidia avance vite parce que s'il ralentit le rythme, AMD et les Chinois vont lui tomber dessus. C'est simplement la guerre, c'est pas une fraude. Mais alors vous me direz, bon alors, qui a raison dans tout ça? Sur le court terme, Nvidia et les hyperscalers, ils gagnent, ils encaissent, ils montrent leurs résultats et les marchés adorent ça. Sur le long terme, Burry voit quelque chose que les autres, pour l'instant, préfèrent ignorer. Son point central tient en un seul mot: amortissement. Tant que les revenus IA ne rattrapent pas les capex, la bulle d'amortissement grossit. Et un jour ou l'autre, quelqu'un va devoir faire une dépréciation de 50 milliards. Ça arrivera pas peut-être, ça arrivera. Et ce jour-là, on regardera Burry comme le mec qui avait compris l'histoire
avant tout le monde. En résumé, Burry n'a pas 100% raison, mais il n'a surtout pas tort. Et ce qu'il dit mérite qu'on l'écoute très attentivement, parce que si l'IA ne crache pas du cash très vite, les bilans des hyperscalers vont commencer à sentir l'odeur du poisson pas frais. Voilà, ça c'était pour revenir un peu sur tous les sujets qu'on a abordés cette semaine sur l'IA, Nvidia et ses amis. C'était un peu long, je le conçois, mais il fallait le faire quand même. Probablement que j'ai oublié des trucs, mais j'ai essayé de faire le tour de tout ce que l'on ne dit pas et de ce qui est quand même bien de savoir à mon sens. Ensuite, on a regardé les chiffres de l'emploi qui sont sortis. Alors je vous passe les détails. Ils ont réussi à créer plus de 50 000 emplois de plus que prévu, tout en faisant monter le chômage. Personne n'a pris la peine de se demander s'il y avait vraiment une vraie amélioration, surtout au vu du nombre de charrettes que l'on entend ces derniers temps. Amazon, Verizon, Microsoft, etc., etc. Sans compter que c'est pas avec les data centers qu'on construit dans tous les sens qu'on va créer des emplois. Enfin, pour les construire, oui, mais une fois que c'est construit, c'est pas les 2 ingénieurs qu'on va planter dedans pour surveiller le tout qui va relancer l'emploi. Pour faire simple, plus de jobs, plus de chômage, on considère ça comme plutôt bon. Du coup, on se dit que la Fed ne va pas baisser les taux en décembre. La probabilité frise le zéro absolu depuis cette publication bidonnée, comme quoi il nous en faut peu pour définir des stratégies macroéconomiques. Et puis, on pourra conforter notre réflexion avec les chiffres de l'inflation du mois d'octobre qui vont arriver. Comment ? Ah bon ? Mais non, si. Bon, écoutez, on vient de m'apprendre que pour nous simplifier la vie et celle du BLS, le BLS lui-même a décidé de s'autoriser un truc complètement fou, carrément supprimer les chiffres du CPI du mois d'octobre. Eh oui, c'est tellement plus facile. Donc en résumé, l'emploi va bien, l'inflation, on n'en sait rien parce qu'on a préféré annuler les chiffres dans ces conditions, et donc dans ces conditions, la Fed n'a pas d'autre choix que de ne rien faire. Mais il y a quand même des doutes. La Fed navigue donc en plein brouillard et tout le monde avec. Investisseurs, économistes et même les gens à l'intérieur de la Fed. Le shutdown a fait sauter des stats cruciales, l'inflation d'octobre, et du coup chacun interprète la moindre phrase d'un banquier central comme si c'était un message secret de Powell lui-même. Résultat, les marchés passent de 30 à 70% de probabilité de baisse de taux en 2 jours, juste parce que John Williams a lâché un discret il y a peut-être de la marge. Du coup, selon l'interprétation, il a tout dit ou il a rien dit. La Fed est coupée en deux. À droite, vous avez Team Inflation, Collins, Goolsbee, Barenko, 3%, c'est trop, pas de baisse. À l'autre droite, vous avez Team Emploi, Waller, Myran, Bowman, le marché du travail est à l'agonie, il faut couper maintenant. Et comme dans les données du shutdown, chaque camp trouve ce qu'il veut voir, personne ne converge ou ne diverge et personne ne sait strictement rien. Wall Street, évidemment, a un avis sur tout, et surtout un avis. Le Citi dit que c'est du 50-50. Morgan Stanley annonce 0 baisse en décembre, mais 3 en 2026. Bref, du grand n'importe quoi emballé dans du jargon premium. Le silence radio de la Fed commence le 29 novembre. Ensuite, plus un mot. On va passer 2 semaines à décoder des ombres en espérant deviner le geste final. Bottom line, en décembre, la Fed pourrait baisser, maintenir ou changer d'avis 3 fois d'ici là et après. Mais le plus drôle, vous savez ce que c'est ? C'est que même la Fed n'en sait absolument rien pour l'instant à l'heure où je vous parle le 24 novembre. Et puis autrement, Lisa Cook, la meilleure ennemie de Trump à la Fed, estime qu'il faut mettre le nez dans le private credit avant que ça devienne un public discredit du système. Ça a l'odeur du subprime et ça ressemble à du subprime, mais ça n'est pas du subprime parce que JP Morgan en a fait un asset principal dans ses portefeuilles. Parce que le rendement est quand même pas mal, il faut le dire. Bref, on va en reparler, c'est une certitude. Autrement, on parle de baisse de liquidité, de la Fed qui s'inquiète de ça et qui rencontre les banques. On parle aussi de corrélation entre le Nasdaq et le Bitcoin, à moins que ce soit entre le Bitcoin et le Nasdaq, ça dépend si ça dépasse. Et pour terminer ce résumé épique d'une semaine épique, le Japon nous a gratifié d'une annonce qui est passée totalement inaperçue. Le Japon a annoncé un stimulus de 135 milliards de dollars. Dans n'importe quel autre pays, on parlerait de plan historique, décisif, extraordinaire. Mais à Tokyo, c'est juste un vendredi comme un autre. Et c'est justement ça le problème. S'ils font ça, c'est parce qu'ils ont plus le choix. L'économie japonaise est un patient sous respirateur depuis 30 ans. Une machine qui tousse, qui s'épuise, qui produit plus assez pour survivre sans assistance médicale. La consommation actuelle au Japon, c'est un zombie. L'inflation, c'est un mirage. Les ménages, c'est des fantômes qui n'achètent que si l'État leur glisse un billet dans la poche. Au Japon, la relance budgétaire, c'est pas une stratégie, c'est tout simplement une perfusion obligatoire. Si on arrête, le patient meurt. Et le pire, c'est que 135 milliards, c'est pour gagner du temps, pas pour résoudre quoi que ce soit. Officiellement, on veut stimuler, officieusement, on veut éviter l'effondrement. Je sais pas si vous imaginez 20 ans de taux zéro, une population vieillissante qui rétrécit, pas assez de natalité, un yen sacrifié pour exporter, et malgré ça, rien ne bouge. Donc,
On rajoute 135 milliards dans un pays déjà à 260% de dette PIB. On bouge des trous avant même qu'ils apparaissent. Plus de déficit, plus de dette, pas de hausse des taux, le yen qui devient l'ombre de lui-même, et une devise qui s'affaisse lentement, sûrement, mais dangereusement. Une devise tellement faible que tout le monde s'en sert pour emprunter, faire du carry trade, financer des paris ailleurs. Le yen n'est plus une monnaie, c'est du carburant gratuit pour hedge fund affamés. Mais ce carburant pourrait exploser. Et c'est moche, parce que si le yen remonte d'un coup, c'est la déflagration mondiale. C'est assez simple. Un yen qui remonte, et tout le monde doit racheter du yen en panique pour rembourser ses emprunts. Et là, c'est l'emballement. Short squeeze historique, fonds forcés liquidés, marché qui décroche, flash crash possible. Un scénario à la 1998, mais puissance 10, parce que cette fois, c'est pas l'Asie émergente, c'est le Japon. La 3e économie mondiale. Mais le vrai problème n'est pas au Japon. Le problème, il est à Washington. Depuis quelques semaines, les rendements japonais sont en train de monter, doucement, presque innocemment. Mais pour les États-Unis, c'est une horreur silencieuse. Parce que si les obligations japonaises deviennent enfin rentables, même timidement, alors la Banque du Japon, les assureurs, les fonds de pension japonais poseront la question que les USA redoutent. Pourquoi continuer à financer l'Amérique quand on peut investir chez nous, sans risque de change, et pour presque le même rendement? Donc moins d'acheteurs japonais, ça veut dire des rendements américains qui montent, le coût de la dette américaine qui monte, voire qui explose, donc une crise budgétaire, donc une pression sur le dollar, et donc potentiellement une panique obligataire, je devrais pas le dire, mais mondiale. Le Japon n'a donc pas seulement appuyé sur un bouton domestique, il a mis le doigt sur un interrupteur qui éclaire la fragilité totale du système global, du système financier global. Le stimulus, c'est un anesthésiant pour l'instant, une douleur qu'on repousse encore de quelques mois, mais le corps, lui, il est quand même en train de lâcher, le yen est trop faible, la BOJ est piégée, la dette est monstrueuse et les taux japonais se réveillent doucement. Et l'Amérique, elle dépend de cet équilibre artificiel pour financer sa propre folie budgétaire. La moindre secousse, inflation japonaise, intervention de la BOJ, stress de marché, panique du carry trade, et c'est l'élastique qui casse, pas seulement au Japon, partout. Et surtout sur les actifs risqués. Crypto, IA, trucs hors de prix en termes de valo. Et la boucle sera bouclée. Si jamais la BOJ se réunit, si jamais pour information, la BOJ se réunit le 18-19 décembre, et la dernière fois, il y avait 2 voix en faveur de la hausse des taux. Du côté de la Suisse, on a digéré les 15% de droits de douane, et franchement, on aurait pu espérer mieux, mais les marchés ont l'impression que c'est bien, mais pas extraordinaire. Voilà donc ce que l'on pouvait retenir de cette semaine qui s'est écoulée, et qui va probablement nous peser encore un petit moment. Les indices ont terminé à des niveaux que l'on va qualifier de critiques, on va le voir dans les charts dans 2 minutes, mais au moins, on a rebondi comme tous les vendredis. Pour l'instant, on s'accroche à la paroi, mais ça commence à faire mal aux doigts. Ce qui nous sauve, c'est clairement le fait qu'on ait très peur. Mais souvenons-nous d'une chose, une bulle explose quand elle a décidé d'exploser, et l'expérience nous a appris, comme en 1999, qu'une bulle peut défier les lois de la physique et exploser bien plus tard quand on s'y attend le moins. Entre septembre 1999 et mars 2000, les marchés sont montés de plus de 80%, avec un narratif et des justifications plus que lunaires. Je le sais, j'étais là et je faisais partie de ceux qui racontaient ces narratifs. La semaine qui nous attend sera la semaine de Thanksgiving, le marché américain sera fermé jeudi et vendredi, ce sera une demi-session avec une clôture en début d'après-midi à New York. Bien sûr, l'Europe n'est pas concernée, mais on sait que quand les ricains ne sont pas là, autant ne pas venir. Dès mercredi, les marchés vont ralentir et il sera temps de dire merci. Alors comme ce matin, il y a 70 000 followers sur la chaîne, j'en profite donc pour vous remercier tous les 70 000, merci d'être là. Merci de nous avoir portés jusque-là et je voudrais surtout remercier les récents commentaires qui arrivent depuis quelques semaines. En fait, c'est pas des commentaires, c'est des compliments et ça me touche beaucoup. Merci à tous. Bah, il n'y a plus qu'à aller aux 100 000 maintenant. Bon, maintenant, on attaque avec les performances de la semaine dernière. Alors, comme vous le voyez, il n'y a que du rouge. Le SMI termine en baisse de 0,11% et c'est la meilleure performance de la semaine sur notre tableau. Après le reste, du rouge, avec le pompon, bien sûr, pour le Bitcoin qui s'est pris 12%, le SOX qui perd quasiment 6% et le pétrole qui perd 3,57%. Le reste, vous le voyez, c'est que du rouge, il n'y a pas de question. Le S&P 500 perd 2% malgré les excellents chiffres de Nvidia. On voit que c'était quand même une semaine assez compliquée. Du côté du SMI, c'est Roche qui prend la tête avec plus de 10,3% sur la semaine. Logitech qui se fait démonter, qui perd 7% parce que c'est la seule tech qu'on a dans le SMI. Et le reste aussi, vous voyez que majoritairement, c'est du rouge, mis à part Nestlé et Roche qui tiennent dans la couleur verte pour cette semaine sur la Suisse. Vous voyez le SMI, le graphique du SMI, il n'y a pas grand chose à dire. On est toujours dans notre range haussier. Pour l'instant, c'est la bonne nouvelle. On se situe toujours au-dessus de la moyenne mobile des 50 jours et des 200 jours, ce qui est plutôt positif. La Suisse hésite beaucoup,
Vous voyez qu'on a relativement bien terminé la semaine quand même. On a été faire un tout petit test la semaine dernière, chercher les hauts du range. Je vois qu'on n'y arrive pas. On peut envisager de revenir se poser peut-être sur les 12 400 pour chercher la moyenne mobile des 50 jours et ensuite repartir. Mais pour l'instant, on va dire qu'on est dans une consolidation tranquille, haussière sur le SMI. Le S&P 500 a donc cassé officiellement sa moyenne mobile des 50 jours. Là, c'est plus une question qu'on se pose, hein, c'est fait. Vous voyez, c'était cassé là en tout début de semaine. Aujourd'hui, on se traite en dessous. On a un point de support qui correspond aux 6500. Vous voyez qu'on était rebondir juste là vendredi dernier. Donc, on va s'asseoir là-dessus et pour l'instant, c'est prier pour que ce soit effectivement un double bottom, et qu'on n'ait pas de mauvaises surprises par la suite. En cas de cassure sur les 6500, alors attention parce que la porte sera ouverte pour aller chercher les 6166. Donc souvenez-vous, 6500 sera le niveau clé de cette semaine qui nous attend. Le Nasdaq, pareil, rien à dire. Là, le niveau clé, il est beaucoup plus bas. Il est à 22 333, c'est la moyenne mobile des 200 jours. Vous voyez la ligne bleu marine là en bas. Maintenant, le but, ce sera vraiment de réintégrer ce canal haussier qu'on a ici. Mais pour l'instant, il va falloir un retour en grâce de la tech. Alors, est-ce que ça commence cette semaine? À voir, même si je vous l'ai dit, la semaine sera calme. Le SOX, lui aussi, tout pété, mais retour en dessous de la moyenne mobile des 50. Gros reversal vendredi, ça tient. On voit comme tous les vendredis, il y a des gros acheteurs qui reviennent. Là, on a un point de support qui est l'ancien plus haut historique à 6000 points, on va dire plus ou moins sur le SOX. On peut envisager d'aller jusque-là. Mais bon, pour l'instant, les nouvelles sont relativement bonnes, toujours sur les semi-conducteurs. Mais comme je viens de vous l'expliquer au niveau des CAPEX, il y a encore des choses à surveiller et on n'est pas sorti de l'auberge. Le CAC 40, il se balade dans une espèce de range, on va dire 8250 pour l'instant. On a essayé de le casser vendredi dernier, mais on reste dans le range pour l'instant. On survit. Le DAX, lui, il a cassé son range latéral dans lequel on est depuis un moment. Donc attention, il faut absolument rebondir aujourd'hui et venir se réétablir au-dessus des 23 260. Sinon, on va commencer à se poser pas mal de questions sur l'Allemagne. Et puis, pour la petite histoire, il nous reste pas mal de gaps à combler à la baisse sur l'indice germanique. L'or, il consolide la valeur refuge par excellence. Cette semaine, il a vraiment bien tenu, donc rien à dire. Ouais, qu'on tient les 4000 pour l'instant. Le pétrole a lâché parce que ralentissement économique, blablabla. Gros support prochain. Là, il devrait quand même descendre en direction des 56,05. Ça se ressent pas beaucoup à la pompe en ce moment, mais bref, target 56 sur le baril à très court terme. La tendance descendante est bien affirmée pour l'instant sur le baril, donc il n'y a pas trop de questions à se poser, à moins qu'on trouve des grosses bonnes nouvelles du côté de la guerre en Ukraine. Et le Bitcoin, alors vous connaissez le graphique, alors ce matin, ça rebondit, on a tapé ce week-end, la semaine dernière, les 80 000, et maintenant, on essaie de repartir à la hausse. Donc c'est la grande question du moment, hyper corrélé avec le Nasdaq, c'est la nouveauté actuelle, hein. Dès que le Bitcoin remonte, le Nasdaq remonte, donc pour l'instant, on est dans le vert de ce côté-là. Dans les vedettes de la semaine, eh bien, nous avons Roche qui a enfin sorti la grosse cartouche que tout le monde attendait. Son médicament oral expérimental, le Giredestrant, réduit clairement le risque de récidive d'un cancer du sein très courant après opération. Résultat, l'action Roche a bondi 10% sur la semaine, est au plus haut niveau depuis 8 mois et tout le monde en bourse s'est soudain souvenu que la boîte savait encore innover. L'analyse intermédiaire de l'essai clinique est suffisamment solide pour que JP Morgan parte de surprise très positive, ce qui, venant d'eux, équivaut plus ou moins à une standing ovation. Et si le médicament est approuvé, on parle d'un potentiel de 5 milliards de revenus annuels, pas mal pour un labo qu'on accusait de trop vivre sur ces vieux blockbusters. Le Giredestrant fait partie des SERD, SERD, ces traitements qui ciblent les tumeurs nourries aux œstrogènes, soit à 80% des cancers du sein. Bref, Roche attaque le cœur du sujet pendant que Sanofi a déjà abandonné la course et qu'AstraZeneca pousse son concurrent. Pour Roche, c'est plus qu'un essai réussi, c'est un rappel brutal qu'il y a encore de la vie, du pipeline et de l'ambition à balle. Et pour les investisseurs, c'est un signal simple, le géant suisse n'a pas dit son dernier mot. Quelle surprise! Roche a également obtenu une autorisation conditionnelle de l'UE pour la version sous-cutanée du Lunsumio, destinée aux adultes atteints de lymphome folliculaire en rechute après moins de 2 traitements. La décision s'appuie sur les résultats positifs de l'étude de phase. Souvenez bien, le chiffre est important, le 1/2 GO 29781, tandis que les essais en phase 3 sont déjà en cours. Roche a aussi soumis le dossier à d'autres autorités, dont la FDA américaine, bien sûr, d'où l'excellente performance de Roche cette semaine. Ça se passe de commentaires. La semaine dernière, je vous en parlais. Je vous disais que le point à surveiller, c'était l'ancien plus haut historique. C'est chose faite. On a tout pété. Et aujourd'hui, Roche se traite à 315 francs suisses. Donc c'est le retour de la vengeance. Ça faisait longtemps qu'on l'attendait, mais franchement, de voir d'où elle revient, ça fait plaisir.
Et ce qui est assez intéressant à souligner pour Rush, c'est que quand vous entendez le narratif qu'on avait dans toute cette phase-là, oui, c'est fini, on n'en veut plus, etc., etc. Et aujourd'hui, comme d'habitude, j'ai envie de dire, si on regarde un peu la cyclicité de Rush sur les années, on repart à la hausse, la tendance est affirmée, on bat des nouveaux records. Alors oui, il y aura des corrections, on va certainement revoir les 275, les 280 ces prochains temps, mais la tendance est affirmée et on croit qu'on peut largement espérer que ces prochains mois, voire années, on retrouvera les 350, les 360 sur le bon rush, sur le point de vue long terme. Parlons maintenant de l'UBS, l'éventualité de voir UBS quitter la Suisse pour les States a mis le pays en émoi, moitié incrédule, moitié crispé, certains jouent les blasés, UBS est déjà américaine dans son business, la Suisse c'est juste son point de départ, d'autres sont plus fatalistes et lâchent s'il veut partir, qu'il parte, même si la Confédération avait déjà accepté l'idée que les géants finissent toujours par s'envoler. Mais dans les coulisses, l'inquiétude est réelle, le secteur bancaire parle d'un coup dur pour la place financière, une menace pour l'image, pour l'attractivité, pour les talents, des clients fortunés commencent même à dire que des clients fortunés commencent même à dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Si UBS quitte la Suisse, je quitte l'UBS. Et les sondages sont sans ambiguïté. 2 Suisses sur 3 estiment que ce serait une mauvaise nouvelle pour le pays. En face, une minorité estime que la Suisse n'a peut-être plus les épaules pour héberger une banque de cette taille et qu'un départ permettrait presque de remettre l'échiquier à zéro. En résumé, la Suisse fait semblant d'être zen, mais derrière, les sourcils restent froncés. Et si UBS décide vraiment de traverser l'Atlantique, ce sera pas juste un déménagement, ce sera un séisme identitaire pour toute la place financière helvétique. N'oublions pas non plus dans cette histoire que l'UBS a tout de même reçu un énorme cadeau en la personne du Crédit Suisse qui lui a été offert sur un plateau aux frais des actionnaires et avec la complicité du Conseil fédéral et de la FINMA. Et si demain l'UBS se casse aux States, il y a pas mal de Suisses qui vont l'avoir en travers. Mais après, ce sera comme les primes maladie. On va râler 5 minutes et puis on passera à autre chose. En attendant, ça reste de la rumeur et le boss de l'UBS dit que c'est délirant, mais personne ne le croit. Aussi fou que ça puisse paraître. Et c'est plus ou moins tout pour les vedettes suisses de la semaine. Et finalement, la seule vedette de la semaine, c'était Nvidia. Et ça aurait suffi au monde entier. Le graphique de l'UBS, d'un point de vue technique, c'est pas le truc le plus beau qu'on ait vu récemment. On avait une espèce de consolidation latérale ici qui est en train de casser depuis la fin de la semaine dernière. Je suis pas sûr que le fait qu'ils partent aux États-Unis, s'ils partent aux États-Unis, va changer grand-chose. Probablement que l'action devra être décotée de la Suisse à un certain moment. Mais disons que je pense qu'il y aura peut-être des effets négatifs psychologiquement parce que les gens voudront vendre leurs actions parce qu'ils veulent plus entendre parler de la banque parce qu'ils sont fâchés. Mais autrement, ça devrait repartir. Pour l'instant, c'est pas vraiment hyper euphorisant et c'est pas le genre de titre qui dit « Ouh, je vais me jeter dedans » parce que ça a l'air hyper intéressant. On va surveiller ça attentivement ces prochaines semaines. Le vrac de la semaine, on commence avec Siegfried qui joue au Pokémon RH. Il pique Tania Miki chez Tecan. Elle devient CFO dès juillet 2026. Sicor aligne 2 commandes de 40 millions dans l'aéronautique et la défense et confirme ses objectifs comme si de rien n'était. SIG Group dégaine un nouveau boss, Miko Keto, opérationnel au premier semestre 2026. AMS Osram se prend un mur, revenu en baisse de 3%, 853 millions d'euros, mais 185 millions d'économies, ça plonge quand même. Barry Callebaut s'allie au Chilien Notco AI pour faire du chocolat boosté à l'intelligence artificielle. On se réjouit. Aristad revient à peine dans le vert et promet une mise à jour financière le 22 janvier. Date Villers confirme tranquillement ses objectifs à moyen terme. Bajaj Auto rachète les parts de Pirer Industries et grimpe à 74,9% de Pirer Mobility. Stadler Rail livre 36 trains Flort aux Néerlandais et agrandit son usine de Salt Lake City. Avolta décroche 2 contrats à l'aéroport de Washington Dulles. Sulzer embarque sur 2 navires Petrobras avec une commande signée Citrium. Carlo Gavazzi souffre, restructuration coûteuse, rentabilité en vrac, perte nette sur le semestre. Sembra nomme Bernardo de Barros Franco à la tête de la clientèle et de la croissance. Et SHL Télémédecine rebondit fort grâce à une levée de 29,5 millions en droits de souscription. La semaine prochaine, par contre, ça risque d'être nettement plus calme. Mais pas parce que tout va mieux, calme parce que Washington va commencer à jouer au marché noir des statistiques. On garde les chiffres qui arrangent, on supprime ceux qui dérangent, et on fait semblant que tout roule. Calme aussi parce que jeudi c'est Thanksgiving, le seul jour de l'année où les Américains vont se goinfrer et dire merci à la famille sans trop penser au marché financier, et où Wall Street remplacera la volatilité par de la sauce gravy. Et calme parce que vendredi c'est demi-session à New York et que personne ne sera au bureau. Bref, une semaine qui va tourner au ralenti, peut-être, non pas par sérénité, mais par absence totale de données fiables et par commun financier organisé par les autorités. Profitez donc du silence, mais n'oubliez pas non plus que la fête c'est dans 2 semaines et on va commencer à en parler de plus en plus. D'ailleurs ce matin les futurs sont déjà en hausse parce que, je cite,
On s'attend finalement à une baisse des taux après avoir tourné la veste 28 fois pendant ces 4 derniers jours. Et on joue aussi le rebond de la technologie, bien sûr. Oui, parce qu'avant qu'on se la prenne vraiment, la claque, on va peut-être se faire un dernier run pour le plaisir, comme en 1999. Non, je plaisante, bien sûr. Merci encore d'être là aussi nombreux. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker, de commenter. Et on se voit mardi matin pour un nouveau Morning Bull Live. Tout ce qu'il y a de plus classique et tout ce qu'il y a de plus court que ce qu'on vient de faire aujourd'hui. Mais j'insiste, il fallait le faire. Allez, très bonne journée à tous, très bon début de semaine. Bye. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.